Attention, ce témoignage peut heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à changer de contenu. À très vite. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage. C'est la reprise des épisodes. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en barre de description. Donc les témoignages, c'est un format où j'invite ma communauté à venir nous raconter son histoire de vie. Aujourd'hui, on accueille Naïsa. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je suis Naïsa. Et j'ai 28 ans, je suis haïtienne. Je viens d'avoir mon master 2 en histoire. C'est important de le dire parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'avoir. J'ai une très très grande sensibilité pour l'histoire et pour la lecture, le théâtre et tout ce qui est artistique. Trop bien. Naïsa, aujourd'hui tu vas nous raconter ton témoignage au sujet d'un kidnapping qui a eu lieu en Haïti. Pour citer une petite statistique, près de 300 mineurs et femmes adultes ont été victimes d'enlèvements en Haïti dans les 6 premiers mois de 2023. Lors de nos premiers échanges, tu m'as parlé du fait que entre 2019 et 2020, il y a une montée assez croissante de l'insécurité qui a eu lieu en Haïti. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? En fait, ça a commencé vraiment le 6-7 juillet 2018 à cause de l'augmentation du prix du carburant. Il y avait encore l'ancien président, Jovenel Moïse, et il y a eu ce fameux Pays LOC. C'est un confinement avant que vous-même vous le connaissiez en 2020. Beaucoup de crises et beaucoup de manifestations. On était obligés de confiner chez nous. Je crois que ce jour-là, je composais à la faculté de droit à Port-au-Prince. Et en rentrant chez moi, c'est la première fois que j'ai vu. C'est comme si on avait dit à tout le monde qu'il va y avoir quelque chose. Donc la rue était à feu. Ce jour-là, il y avait, je me rappelais très très bien, il y avait le match de football qui se jouait, c'était la Coupe du Monde de 2018. Les Haïtiens sont fans du foot, ils sont encore plus fans et fous de l'équipe football du Brésil. Et le Brésil était éliminé, donc il n'y avait pas moyen de négocier, ils étaient en colère et contre le gouvernement, contre tout ce qui se faisait en place. Et on l'a senti, quoi. Donc c'était à ce moment-là. Et par la suite, pour gérer un peu, ils ont introduit des armes à feu dans les quartiers les plus populaires de Port-au-Prince. Et c'est à partir de là qu'on commençait à sentir véritablement que la joie de vivre qu'on avait quand on allait à Port-au-Prince ou bien quand on marchait dans la rue, on sentait que c'était pas la même chose. On sentait l'insécurité, les gens se faisaient voler leur sac à main, leur téléphone et le kidnapping reprenait petit à petit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je connaissais quand j'étais petite. J'ai 2 personnes que je connaissais qui étaient dans mon école, dans mon ancienne école, quand j'étais à l'institution La Source, qui se sont fait kidnapper. Malheureusement, ce sont des gens qui ne sont pas revenus vivants. C'est des histoires qu'on entend. Ensuite, après, il y a eu un moment où c'était calmé, même après la période du tremblement de terre qui s'est passé en 2010, le 12 janvier 2010. On dormait tous dans la rue, donc voilà, il y avait l'insécurité, mais pas comme ça. Okay. Donc là, c'est devenu, jusqu'à présent, quelque chose de très morbide, c'est très sanglant. Et on l'a senti véritablement à partir de 2019. Puis, en 2020, il y a eu si vous voulez, un moment de calme, parce qu'il y a eu le Covid, tout le monde avait peur, on ne savait pas ce que c'était. Certains disaient que c'était un truc des Américains qui ont fait exprès. Enfin, voilà, par manque de connaissances à ce sujet. Donc ça s'est calmé. Tout le monde était confiné. J'imagine pas aussi strictement comme vous, mais on était quand même restés chez nous. Il n'y avait pas d'activité forcément, pas de banque, des choses comme ça. Et puis, par la suite, oui, ça s'est repris et la violence, elle a été insoutenable.
Et toi, du coup, comment est-ce que tu vivais dans ce quotidien-là? Tu faisais attention particulièrement? Tu étais aux aguets par rapport à ça? Tu essayais de rentrer tôt chez toi? Comment tu le vivais, ce quotidien avec l'insécurité? Alors, on va savoir qu'à l'époque, j'avais entre 23 et 24 ans. Quand on disait à une jeune fille de 23 à 24 ans que on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller voir un spectacle ou des choses comme ça, c'était pas évident. Donc la première fois que personnellement je me suis heurtée à ça, c'est après un spectacle de slam que je regardais à la Focale, pour ceux qui connaissent Port-au-Prince. J'étais allée voir un Béninois, Kamal Radji, que j'ai rencontré par la suite au Bénin, mais ça c'est une autre histoire. Et je rentrais, je finissais mes cours, je suis partie voir le spectacle incroyable, ça parlait de la condition des pays du Sud, etc., comment il fallait s'humaniser par rapport à toute cette violence et de ne pas se laisser envahir par cette noirceur. Et puis je rentrais à moto de chez moi, de là où j'étais jusqu'à chez moi, et le monsieur, ben, il m'a volé mon sac. Donc le conducteur de la moto? Le conducteur, oui. Mais la façon dont ça s'est fait, enfin, moi j'avais peur pour lui parce que je sais que en rentrant chez moi, j'habite pas trop loin de la Croix des Bouquets. Et dans les recherches, pour ceux qui savent, c'est une zone contrôlée par un groupe de gars qui s'appelle les 400 Maroso. Ils sont plus de 400, plus que ça, j'imagine, et qui, entre-temps, volaient les motos, les téléphones. Si, j'espère que... Voilà. Ouais, et du coup, ben, le monsieur, enfin, j'étais gentille avec lui, je ne savais pas pourquoi, mais je lui ai dit que j'ai pas de monnaie, on paie tout en cash. Et en arrivant dans un endroit, il est sombre, il n'y a pas d'électricité, malheureusement. Et ben, il s'est retourné, il a pris mon sac. Je regardais tout ça, je suis descendue avec mon téléphone dedans, mais il y avait quoi, 500 gourdes, même pas aujourd'hui, même pas 1 euro. Ok. Ben, il pensait que par rapport à la façon dont j'étais habillée, ben, qu'il y avait beaucoup de sous. Ben non, il y avait 500 gourdes, 4 bananes, mes cahiers de cours, un collier que mon copain de l'époque m'avait donné, un collier qui ne coûtait pas cher, j'imagine, et mes pièces d'identité. Et le téléphone, vu que je disais tout le temps ça à la maison, je ne vais pas investir dans un téléphone qui coûte cher parce que, bon, avec comment on se fait voler nos téléphones dans la rue, ben, c'est un téléphone qui coûtait pas 100 euros. Mais comme ça fait quand même vachement partie de votre quotidien, enfin, limite, tu t'étais déjà préparée psychologiquement non. à ce que ça t'arrive un jour? Enfin, non, je ne l'ai jamais vécu, je ne me suis pas préparée à ça. Je sais que ça existe, mais c'est comme des choses, on se dit oui, ça existe, mais ça ne nous arrive pas à nous. Parce qu'on l'imagine pour les autres, mais on ne va jamais se faire... Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais fait un film dans lequel j'étais victime de larcin. C'est un larcin, ça. Il n'avait pas de feu, mais comme l'espace lui-même, s'il se faisait attraper par d'autres groupes plus armés que ça, parce que je connaissais, la zone, c'est assez dangereux. Donc, je l'ai laissé partir et voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux dire oui, j'étais traumatisée par rapport à ça. À partir de ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, ça devient sérieux comme espace. Et ça a changé toute ma façon de m'organiser pour rentrer chez moi. Je vivais avec mes parents à l'époque, donc voilà. Et en 2021, du coup, tu as eu malheureusement une nouvelle expérience due à l'insécurité du pays. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? C'était 24 août 2021. Je travaillais dans une école à Port-au-Prince et je finissais mes organisations et puis je rentrais chez moi. Mais à savoir qu'à cette époque-là, j'étais en processus pour venir faire mon master. En France, oui. J'étais encouragée par mes parents, par les membres de l'école qui avaient vu ma capacité, qui voulaient justement que j'ai un petit peu plus de connaissances pour continuer à bien gérer ce que je faisais avant. Et donc, c'est un moment où quand tu sais que tu vas partir, ben, ça fait mal.
à Haïti. En apartheid, j'ai une dame, elle est française. On a discuté à Toulouse. Elle a dit Haïti, en fait, c'est un pays, soit tu l'aimes tout de suite, soit tu le détestes. Ben moi j'adore mon pays. C'est physiquement, dans ma chair, j'affectionne cet endroit. Je l'aime beaucoup. Et effectivement, en partant, face à tout ce qu'il y a comme problème, on se pose des questions. Comment on va faire pour revenir? Est-ce qu'on revient? De quoi il en est? Et à ce moment-là, moi, j'avais fini mes études depuis, mais je n'avais pas encore présenté mon mémoire. Donc, il fallait présenter mon mémoire, machin, les préparatifs, les paperasses. J'étais très stressée et j'ai reçu une invitation pas trop loin de chez moi, à Santo 19. Je partais à Lille-la-Voix. C'est pas loin. En voiture, ça fait 10 minutes. C'est vraiment pas loin. Et c'est 10 minutes parce que la route, elle est compliquée aussi. Mais je pense que s'il y avait une bonne route, vas-y, 6 minutes, on y est, quoi. Et c'était vers quelle heure? C'était, quand j'ai reçu l'invitation, c'était vers 16h. Ouais. Je sortais de là où je travaillais à 14h. J'ai eu le temps de rester, m'enfondre un petit peu dans ma chambre. Mais je ne me sentais pas depuis ce jour-là. Depuis cette semaine, j'étais très angoissée, mais je ne pouvais pas dire pourquoi j'étais angoissée. Mais voilà, j'étais angoissée, quoi. Et j'ai accepté l'invitation, on est passé. Et puis finalement, je suis partie à l'endroit où je devais partir pour me relaxer un peu. Ça s'est bien passé. Puis en rentrant... Donc c'était un date? C'était pas un date. Ok. Pas du tout. C'était pas un date. C'était vraiment juste ouais. un... J'ai accepté l'invitation. Ok. Et j'avais bien fait comprendre à la personne qui m'avait invitée que j'ai accepté parce que, bon, je stresse un peu. Okay. Mais on sort rigoler et la personne, de son côté, il a été très respectueux. Il n'a pas tenté de faire quoi que ce soit. Ok, d'accord. Et puis, en rentrant de chez moi, il était vers 19h, 16h, 17h, 18h45, à environ 19h. Ok. Pour remettre dans le contexte, je rentrais et à ce moment, j'ai vécu une scène que je ne saurais oublier. Une voiture a dépassé la voiture que je conduisais. On était presque devant ma maison. Et moi, quand ça se passait, moi, je pensais à ma famille. Et cette voiture, est descendue 4 personnes avec des guns, des trucs que je voyais uniquement à la télévision. Qui me disait d'arrêter, de couper le contact et de monter. À un moment, j'étais restée tétanisée. Je me suis dit, purée, c'est pas possible. Ils m'ont récupérée, je suis montée dans la voiture. Pendant que j'étais dans la voiture, ils parlaient. Enfin voilà, je leur ai dit, écoutez, je sais pas ce que vous voulez, mais attendez-moi, j'ai des sous à la maison, je peux vous donner. J'avais 10 000 gourdes. 10 000 gourdes, c'est pas 200 €. C'est pas 200 €. J'ai des soins à la maison, machin, mais je ne voulais vraiment pas exposer ma famille parce qu'il y avait mes parents, mes 2 petites sœurs et sans doute mon frère et ma tante qui vivaient avec nous. Nos chiens, nos animaux, quoi. Ouais, toi, tu as directement pensé à ta famille à ce J'ai moment-là. directement pensé à ma famille. J'ai vu quand ils ont dépassé devant chez moi et sans dire où j'habitais. J'imagine qu'ils ne savent pas forcément où j'habitais. Et je suis partie. Ils m'ont mis des lunettes noires qu'ils ont peut-être fabriquées. C'était très artisanal aussi. C'est pas comme si c'est des gens qui ont été éduqués pour kidnapper les gens. J'imagine que c'est des choses aussi qu'ils ont vues à la télévision. Et ils m'ont récupérée. On a fait des tours. Moi, j'ai cru que j'étais vers Fond Parisien. C'est un lieu aussi pas trop, à Port-au-Prince qui est assez loin de chez moi. On a fait des tours, la voiture a tourné, jusqu'à ce que je suis rentrée. Ils parlaient en code en disant « ouais, je vous amène 2 petits pigeons », des choses comme ça. Et puis, me voici, comme les gens disent maintenant, nous y est, quoi. Et j'étais dans cette voiture. À un moment donné, j'ai entendu des bruits. Mes yeux ont été fermés.
fermer, bander les yeux jusqu'à ce que je laisse le jour où on m'a libérée, qu'on m'a débandé les yeux. J'entendais, mais j'entendais des voix, j'entendais des bruits dans ma... J'imagine, à ce moment, on entend tout, quoi. Et c'est la première fois que j'ai fait, dans ma vie, j'ai fait un rêve, et j'ai l'impression que ce que je vivais, c'était le rêve, et mon rêve, c'est la réalité. Quand j'ai rêvé, j'ai dit à ma soeur, tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai rêvé qu'on m'a kidnappée, tu t'imagines? C'était tellement réel et tout, c'était incroyable. Et après j'ai remarqué véritablement, c'est ça, c'est le moment. Donc, je suis là, face à moi-même, à mes pensées, au bruit des gens, et j'imagine le pire. Le pire. C'est, supposons, parce qu'on m'a proposé à manger, à boire, on m'a proposé tout plein de choses, mais c'est un sentiment d'être déshumanisé. On est comme une bête de foire. Les gens nous regardent, mais nous, on ne voit rien. On ne sait pas où on est. On ne sait pas qu'est-ce que demain va devenir. Je ne parle pas à ma famille, donc je ne sais pas comment ils vont. Ma sœur, elle est très sensible, donc je pense déjà, j'ai un sentiment lourd qui est en moi où je me dis, j'ai jamais fait subir des choses terribles à ma famille. Et tu as l'impression que là, c'est toi, à ce moment-là, qui leur fait subir ça? J'ai l'impression que je les ai brisés parce que ils savent pas où je suis et voilà, que je n'ai pas pris ma responsabilité, que j'étais irresponsable, immature et que regarde dans quel bourbier je suis aujourd'hui. Donc je disais, c'est quelque chose que je ne pourrais souhaiter même aux personnes qui m'ont enlevée. Je ne peux pas leur souhaiter cette chose tellement c'est quelque chose de déshumanisant. Et puis j'ai passé le temps. Le lendemain, ils ont aussi kidnappé une autre dame. J'étais avec la dame pendant le moment et on était en train de compter si on va... On ne sait pas. Chaque jour, chaque moment, les jours, c'est interminable. On n'a rien, on n'a que des gens qu'on écoute, on essaie de faire la conversation, on essaie de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire, du coup, tu communiquais avec tes ravisseurs? Ben oui, parce en fait, ils ont joué aux gentils, aux méchants flics. Au moment où ils viennent, ils disent écoute, tu sais, t'es très belle, t'es une très belle personne. Si tes parents ne donnent pas l'argent, ça va nous faire de la peine de te tuer. Hein. Wow. Et moi, de mon côté, je ne sais pas combien d'argent ils ont demandé à mes parents. Apparemment, après, quand j'ai vu les choses passer sur les réseaux, parce que je suis comédienne, donc à mon statut, l'affaire a été médiatisée. L'affaire a été médiatisée. J'ai vu qu'ils ont demandé 400 000 $ américains. Mes parents n'ont pas 400 000 $ américains. J'ai pas 400 000 $ américains. Donc. Et après, je leur ai demandé, je leur ai dit, on ne parle pas de moi dans les médias. Ils ont dit non, on ne parle pas. Ils me disent, ouais, mais écoute, en Haïti, il y a tellement de choses qui se passent, tu penses qu'on va parler de toi? Donc, je ne sais pas. À ce moment-là, donc, tu disais qu'il y en avait qui étaient méchants, ceux qui étaient gentils avec toi. Il y avait de ceux qui étaient méchants. Mais je ne sais pas, c'est peut-être la même personne aussi, ou bien les mêmes personnes. Après, ils revenaient, ils disaient, bon, tu sais, je suis jeune, depuis que je suis enfant, je suis confrontée à la violence. C'est ce qui se passe, c'est le pays, c'est pour ça qu'on est obligé de... Mais on n'est pas méchant, on ne va pas te tuer. Vas-y, on ne va pas te tuer, c'est trop gentil, on va te tuer. On va rien te faire, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas violé, ça va aller. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger quoi aujourd'hui? Et moi, je jouais le jeu parce que moi, je voulais rester vivante, je savais pas et je peux pas compter combien de personnes qui ont été
enlevées et qui ne sont pas sorties vivantes. Et moi, Oui. et en plus, tu y es violée, jetée sur des ordures, mais moi, je connais ces histoires depuis que je suis enfant et c'est pas quelque chose non plus que je voulais faire subir à mes parents. Donc, tous les jours, enfin, les jours qui se passaient, c'était des années. Ça a duré combien de jours? À peu près 5 ou 6 jours, ouais, du 24, de la nuit du 24 août au 31 août, je crois. Donc voilà. Après, au bout d'un moment, je crois le lendemain, tous les jours, ils me disent ça va aller, c'est bon, demain on te relâche. Ok. Donc chaque jour, ils te faisaient croire que le lendemain, ça allait être le dernier jour et à chaque fois, c'était pas le cas. Ouais, non. Et moi, pendant que j'étais là, j'ai parlé 30 secondes avec mes parents. Ils ont appelé sur un téléphone. Et ma mère était sur le téléphone. Ils ont mis le haut-parleur et moi, je disais, ma mère, elle me disait, écoute, ça va, ça va. Enfin, j'entendais la voix de mes parents. Et Du coup, ils faisaient ça pour les attendrir, pour les attendre, pour négocier. négocier. Après, ma mère, elle m'a dit, la personne qui lui a parlé lui a dit, voilà combien d'argent on veut. Tu as l'ultimatum, si tu ne donnes pas l'argent pendant telle période, on va la tuer, on est désolé, elle est bien gentille, mais si pas d'argent, pas de vie. Et quand ma mère essayait de négocier, ils ont dit à ma mère, tu penses que tu es en train de négocier quoi? Des patates ou la vie de ta fille? Et à ce moment-là, je suppose aussi qu'ils leur disent du coup de ne pas contacter la police. Oui. À ce moment-là, c'est même pas un truc qui traverse l'esprit de tes parents. Je ne sais pas comment, je sais pas. Après, les choses s'ébruitent facilement. Donc c'est sûr que même s'ils n'ont pas envie de contacter la police, sans doute que c'est la police qui leur a contacté. C'est des choses comme ça. Avec mon téléphone, je partageais ma localisation souvent avec mon petit frère. J'ai laissé la localisation, donc mon frère, il a essayé de trouver où j'étais, mais sans succès. Ok. Sans succès, quoi. Comment s'est passée la libération? Le jour de la libération, on a libéré la dame qui était avec moi et moi, je suis toute seule. Ok. Je pense que j'ai eu une conversation sincère avec une des personnes qui était là avec moi. Donc un des ravisseurs? Un des ravisseurs. C'est un monsieur, j'ai l'impression qu'il est jeune, mais je ne peux pas le reconnaître. J'ai peut-être encore le son de sa voix dans ma tête, mais c'est tout. Je ne pourrais pas dire où il habitait, ou il n'a pas donné d'indice vis-à-vis de lui, mais je n'excuse pas. Mais lui, on dirait que est-ce que c'est par obligation qu'il est là? Je ne sais pas. En fait, eux-mêmes, tu sens que c'est des personnes qui sont embrigadées dans... Je ne sais pas. Ils ont fait ça pour avoir de l'argent. Et me dites pas que c'est à cause du fait qu'on ne mange pas ou autre chose. Moi aussi, j'ai connu la galère. J'aurais pu me dire que j'aurais pu le faire. J'ai un frère, il aurait pu le faire. J'ai des membres de ma famille on aurait pu tous chercher à nous armer et se mettre à enlever des gens et les kidnapper sous prétexte qu'on n'a pas d'argent. On a tous vécu la même chose. Dans un sens, on a grandi dans le même pays. On connaît les coupures d'électricité tous ensemble. On connaît le moment où les parents, ils n'arrivent pas à cuisiner ou à donner à manger. Moi, ça ne m'arrivait pas souvent, je ne vais pas romantiser ma vie, mais c'est des choses que je connais. La galère, on le connaît tous, peut-être pas au même niveau, mais on le connaît. Et c'est impensable déjà d'imaginer à faire subir ça à un être humain, et encore plus à quelqu'un qui te ressemble, qui parle la même langue que toi, qui habite la même zone que toi, qui connaît la même marchande qui vend à manger. Comment tu peux imaginer faire ça à quelqu'un qui te ressemble? C'est pas... pour remettre dans le contexte, les gens qu'on kidnappe, on a commencé à kidnapper les gens qui sont riches. Mais au bout d'un moment, on a kidnappé tout le monde. Et les gens, j'ai des témoignages où on kidnappait des marchandes, des petites marchandes qui vendent de la pistache. Je ne sais pas si tu as été dans des pays du Sud, donc tu connais les petites marchandes qui essaient
De se débrouiller, de se débrouiller faire, d'elle-même et leur tu propre les argent. récupères. Elle est maman, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être une de tes tantes que tu demandes allez, ma tante, s'il te plaît, donne-moi de l'argent pour mettre des crédits sur mon téléphone. C'est le mal qu'ils sont en train de faire, c'est pas d'autres gens qui ne leur ressemblent pas, qui ne parlent pas la même langue que eux, mais c'est à nous qu'on est en train de faire ce mal-là. Comment tu t'imagines donner des explications raisonnables par rapport à ça? Les histoires de kidnapping, quand tu entends, c'est on kidnappe, je sais pas, le fils d'un narcotrafiquant, ou je sais pas moi, fils de président, de sénateur. Non, c'est pas ça. Moi, mes parents sont qui économiquement pour subir ça comme chose. Et justement, ce ravisseur-là, par contre, t'avais quand même un petit... Je me disais que peut-être lui, il est perdu là où il est. Lui. C'est ce qu'il te disait en tout cas, enfin, c'est ce que tu... C'est ce que je pense, c'est ce Ouais, que je sentais. c'est les conclusions que tu as fait suite à vos échanges. Par rapport à la façon dont on a discuté, je pense que c'est une personne qui est perdue. Et on ne peut pas trouver de solution, pas de solution, mais d'excuses par rapport à ça, mais j'aurais pu plaider. J'ai eu un sentiment où j'aurais pu plaider sa cause. Donc on en revient au jour de la libération. La personne qui discutait un petit peu plus avec moi, qui m'a demandé tous les jours est-ce qu'on t'a pas touché ou autre chose, c'est lui qui est venu me dire bon écoute, aujourd'hui en fait on va te libérer. J'ai dit ah bon ouais ça s'est bien passé, j'ai eu ta mère, elle est très gentille ta mère, hein. Elle va à l'église? Oui, j'ai dit oui, ma mère c'est une dame qui est très pieuse. En vérité, ma mère, elle est super pieuse. Je ne comprends pas comment elle fait. C'est une personne qui peut passer une semaine à prier, mais vraiment, c'est... Je reviens dessus. Le président, je crois qu'il a été tué. L'ancien président, Jovenel Moïse, il a été assassiné le 6 juillet 2021, je crois. Mais avant ça, ma mère, on ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a passé 3 jours où elle faisait que prier. Mais mon père disait, mais ma mère, elle s'appelle France. Mon père disait, mais France, tu te rends compte, tu ne peux pas passer tout le temps à prier comme ça. Enfin, elle n'écoutait pas, elle priait. Et c'est après, quand on a eu la nouvelle, on ne sait pas comment on allait vivre, etc. C'était une journée assez sombre parce que, oui, moi, personnellement, j'ai été dans des manifestations contre le régime. Mais jamais on peut penser à une destitution, mais à un assassinat, ça va trop loin, quoi. Et l'assassinat, au final, ça a plus perturbé le pays qu'autre chose? Oui, bien sûr. Pour toi, ton kidnapping, il a fait suite à ça? C'est suite à ça, mais pas... déjà, le pays était dans un chaos total, déjà, avec l'ancien président qui, lui, les choses le dépassaient, déjà. Et ça a fait suite, tout a fait suite. Ils ont introduit les armes à feu dans les zones où les gens ne mangent pas, où c'est vraiment très, très, très noir par rapport au prince. Ils ont introduit les armes à feu dans ces quartiers-là. Et les gens qui avaient les armes à feu, ils ont commencé à être indépendants vis-à-vis des gens qui apportaient ça. Et c'est soit des gens du gouvernement en Haïti, soit des gens de l'opposition. C'est pareil, c'est les deux qui faisaient ça, qui alimentaient l'insécurité. Et au bout d'un moment, les gens qui recevaient, qui sont membres d'un gang ou quoi que ce soit, ils commencent à devenir indépendants. C'est un schéma classique. Ils kidnappent les gens, ils prennent de l'argent, tout ça, c'est pour se charger en armes, en munitions, pour aller faire la guerre, pour s'entretuer. Donc le jour même... Il te demande si ta mère est pieuse. Oui, si ma mère est pieuse. Et j'ai dit oui et tout. Il m'a dit, écoute, ton argent, c'est pas complet, hein. On a fait un prix pour toi. J'ai dit, ok, merci. C'est gentil, vous êtes gentil. De toute façon, vous m'aviez dit que vous faites pas ça par exprès, vous le faites véritablement par nécessité. Par nécessité. Il m'a dit oui, mais vous êtes de toute façon, vous êtes une très belle dame. J'ai dit d'accord. Et on pourra s'arranger. J'ai dit on s'arrange comment?
Et il m'a dit, ouais, on pourra s'arranger. Bon, allez, vous connaissez les choses. Et tu sais, Leslie, il n'y a pas de mots pour décrire des fois, tu dis ça, t'es fâché. Et moi, quand je parle de ça, c'est une histoire que je pense que jamais de ma vie j'aurais vécue, moi. Il n'y a pas de mots pour décrire cela, pour décrire la violence, pour décrire le dégoût, le sentiment qu'on se ressent sur soi-même. Il n'y a pas de mots pour exprimer comment on se sent déshumanisé, comment on se sent comme une chose sous les doigts, sous la main, sentir le souffle d'une autre personne qui est sur ta peau et te vit de cette manière. Moi, je ne saurais pas décrire comment ça s'est passé pour mon cas, mais ça s'est passé. Et je pense déjà le fait que voilà, j'ai été kidnappée, machin, arrachée de ma famille pendant tout ce temps, ça a déjà fait un déclic. Et ce moment-là où j'étais à quatre pattes sur le sol, je pense qu'il y a quelque chose qui est... Je suis morte à ce moment-là. Je suis... morte. Alors je disais qu'il n'y a pas de mots pour décrire un sentiment aussi dégoûtant. Et on ne sait pas comment, après tout ça, revenir debout, se ressentir humaine, se ressentir aimée, se ressentir considérée dans les yeux de l'autre, ou même dans ses propres yeux. Et voilà, finalement, quand ça s'est passé, et puis après 4 ou 5 heures de temps suite à cet acte-là, on m'a libérée plus tard que le jour qu'on m'a kidnappée. Il était 21h qu'on m'a libérée aux environs. Donc tu avais toujours tes lunettes sur la tête? Non, enfin oui, quand je suis partie, je ne les ai pas vues. Ils ont arraché les lunettes et ils m'ont poussée de la voiture, ils sont partis. Et puis j'ai marché, j'ai trouvé un taxi moto, j'ai demandé, ils m'ont donné de l'argent pour donner au taxi moto, 100 gourdes, 100 gourdes et 500 gourdes, c'est pas beaucoup d'argent, je peux plus dire combien d'euros ça fait, maintenant que ça fait trop longtemps. Et j'ai donné les 100 gourdes au monsieur, il disait que, le monsieur m'a dit oui, mais est-ce que vous voulez la monnaie? J'ai dit non, laissez. Puis en arrivant dans un autre carrefour pour rentrer chez moi, on était à environ 10-15 minutes de chez moi à moto. Ben, le monsieur, quand je suis arrivée, ben, ils m'ont reconnu, les chauffeurs de moto. Parce que je prenais mon train. Les chauffeurs, quand ils me ramenaient, vu que je rentrais, à l'époque, je rentrais tard, c'est des gens qui me connaissaient, ouais. On prenait un petit peu de temps pour je sais pas, boire quelque chose avant de rentrer, manger quelque chose avant de rentrer. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de conversations, j'aimais trop parler. Et les chauffeurs de moto, ben, ce sont des gens qui ont des histoires extraordinaires à te raconter. C'est comme les chauffeurs de taxi, mais en plus drôle. Donc, ils ont des histoires, mais laisse tomber. Ils peuvent te parler de leurs femmes, de leurs enfants, de leur vie. Et moi, j'avais cette capacité de les écouter, parler. Et c'est l'un d'entre eux qui m'a vue et il m'a dit « Viens ». Et il a pris quelqu'un d'autre aussi. On était à 2 sur la moto. Puis je suis rentrée chez moi.
j'ai toqué à la porte et quand j'ai ouvert, il m'a dit c'est qui? Je crois que c'est mon frère qui je ne me rappelle plus. Il m'a dit c'est qui? J'ai dit c'est Naïsa. Et puis quand je suis rentrée, quand j'ai vu ma famille, quand j'ai vu ma soeur, quand j'ai vu, oh mon Dieu, j'ai pleuré de... J'étais émue de voir tout ça et je me sentais tellement mal d'avoir fait subir tout ça à ma famille, d'avoir fait subir ça à mes amis. Pour moi, encore, ça, je supportais pour moi, mais pour les autres qui avaient vécu tout ça, ben, c'est horrible pour moi de penser à ce que même ils ont vécu. Et puis après, je pense que ça, c'est le début du cauchemar, un petit peu, de ce qui va être un peu de ma vie par la suite. Ok. C'est-à-dire ma période d'adaptation en France. Après mon kidnapping, j'ai laissé la zone, évidemment. Ma mère, mon Dieu, elle voulait pas que je sois sur les réseaux, elle voulait pas que je sois... Enfin, déjà avant, elle voulait pas, mais maintenant, elle voulait pas que je parle. Même mes amis, je les voyais pas. Je suis partie. Ma mère, c'est une maman poule. Elle m'a construit un cocon où je ne suis jamais sortie j'ai jamais fait mes déplacements sans elle. J'ai fait le déplacement unique fois sans elle, c'est que ma soeur, elle se mariait et mon papa, il voulait pas décaler la date du mariage, ma soeur aussi, parce que elle dit tu vas partir, on sait pas quand est-ce que on va se revoir et moi je veux que tu sois là le jour de mon mariage, donc machin et tout. C'est uniquement le jour de mon mariage. J'ai fait mes déplacements seule et ce jour-là, je me suis sentie bien, mais en même temps, j'avais tellement peur des rues que ça se voyait que j'avais vécu quelque chose. Et pendant ces moments, j'étais avec mes parents, mais une fois que c'était réel, c'est bon, j'avais mon visa en poche, j'ai eu la force aussi de présenter mon mémoire. Après, je crois que c'était 9 jours après ma libération, j'ai quand même présenté mon mémoire de licence. Ensuite, voilà. Et tu devais partir en France, Et que je devais partir en France. Les préparations, ben, je les ai faites avec ma mère. J'ai pas vu mes amis, forcément, mais bon... c'était le jour où j'allais partir, ou deuxième choc aussi, je pars, ça y est, la première fois que je vais vivre toute seule, sans mes parents, sans mes frères et sœurs, sans personne. Et je me retrouve là, dans cet avion où je pense, dans le cas contraire, où tout le monde aurait pu être content. Mais moi, j'étais en larmes. Mais avant ça, tu étais dans un déni de ce qui s'était passé ou non? Tu en avais pleinement conscience? Enfin, parce que tu me dis que après ça, tu as réussi quand même à assister au mariage, à faire ta soutenance de licence. C'est-à-dire que toi, à ce moment-là, tu t'es mis un peu en mode automatique, genre tu as essayé de reprendre ta vie je ne sais pas directement? Je ne sais pas comment je me sentais. Je savais juste que c'était pas le moment d'être faible. C'était pas le moment d'aller mal, c'était pas le moment d'imposer ça encore à ma famille. Je ne sais pas comment je me sentais. Je n'allais pas bien, je voulais mourir, je voulais partir. Oui, j'étais libérée et tout, mais après avoir subi tout ça, ben, je voulais partir. C'est pas que je suis ingrate. C'est bon, maintenant que j'ai vu ma famille, elles sont bien et tout allait bien, ben moi, après ça, j'avais pas la capacité de subir cette vie-là, ce que je devais vivre. Je n'étais pas sûre d'être assez forte pour aller jusqu'au bout. Donc, au minimum, si je mourais comme ça de mort naturelle, ça n'allait pas me déranger. Et tu arrives en France et comment tu vis cette arrivée? Vu que tu n'as plus du coup tes proches autour de toi. C'était très très dur au premier moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que je faisais des crises d'angoisse et des cauchemars aussi. J'étais stressée pour des choses, mais angoissée à un point où je suis paralysée, où je n'arrivais pas à vivre mes journées, où je n'arrivais pas à me lever ou à faire quoi que ce soit d'autre que rester sur mon lit.
J'avais jamais vécu ça. Je suis arrivée en France, et ben c'était très très dur. C'est pas pour cracher dans la soupe. L'accueil c'était bien aussi, mais j'ai vite remarqué le traitement qu'on réservait aux personnes noires, immigrées, même si je suis pas venue illégalement, j'avais mon visa, j'avais tout fait d'une bonne façon. Mais c'est pas chez tout le monde, tu as l'impression que tu es la bienvenue sur ce territoire-là. Et c'était compliqué. Tu as subi le racisme, tu as subi des regards déplacés selon toi. Comment tu expliquerais ton... Ouais, des regards déplacés, oui. Déjà vis-à-vis de mon afro, j'aimais bien mon afro. Bon, les gens ils me regardaient comme si je sortais de l'espace avec ça. Je me rappelle une fois, une dame m'a demandé mais comment t'es venue ici? T'as pris le bateau pour arriver là? Je rigolais parce que j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui ne s'est pas cultivé. De Haïti étant pour aller en France. Déjà, les Haïtiens, ils voient pas du tout la France comme une terre d'Eldorado où on y va pour rester vivre sa vie. Les gens, ils viennent, ils font leurs petits trucs et après, ils s'en vont. C'est pas un endroit forcément qu'on se dit « Ok, je vais vivre là pour échapper à ce qui se passe ». Évidemment, ce qui se passe chez nous, c'est invivable, mais en même temps, notre racine, on a un rapport « je t'aime, je te déteste » avec la France parce que c'est un pays colonisateur et il y a eu cette histoire de dette, il y a eu aussi des ingérences où ils sont là, en même temps ils sont pas là, tu vois, donc c'est pas un rapport de... C'est un rapport de « je t'aime moi non plus » qu'on a avec la France. Et donc en arrivant ici, évidemment, bon, j'ai été accueillie, j'ai vu des psychologues. Les psychologues que j'ai vus, ben, c'était pas des psychologues haïtiens ou quoi que ce soit, c'était des psychologues français. J'ai été dans une université française. Ma directrice de mémoire, c'est un Français, c'est une Française. Donc oui, j'ai pu petit à petit m'installer là. Mais en même temps, tu sens aussi le fait que tu sens que tu n'es pas chez toi. Je ne dis pas que... Écoute, quand on va dans un autre pays, il faut se dire directement qu'on est chez soi, mais... Oui, par rapport je peux donner une différence. Par rapport à quand j'étais partie au Bénin, tu vas me dire oui, c'est le Bénin, voilà, c'est un pays de personnes noires, donc toi aussi tu es noire, tu te fonds dans la masse. Mais à aucun moment, j'ai senti les gens les Français qui étaient là... à aucun moment, je les ai sentis mal reçus ou mal accueillis, alors qu'il y en a qui vivaient leur vie là-bas, qui ont leur groupe de musique, qui ont leur petite affaire. Ben, c'est des gens qui viennent vivre là pour une raison ou pour une autre. Ben, moi, aujourd'hui, en ce moment, je suis en France pour une raison, mais tu sens vite fait la différence, en fait. C'est ce rapport où il n'y a pas de réciprocité entre quand les Français ils se déplacent pour aller dans un pays X, ça peut être aux États-Unis ou en Afrique ou en Australie ou peu importe l'endroit sur Terre. Et quand toi-même, en tant que personne qui vient du Sud, tu te déplaces, ben, tu sens directement comme s'ils sont gênés du fait que tu sois là, du fait que tu... Ouais, une condescendance, un dédain, une supériorité aussi peut-être Oui, vis-à-vis des de toi. fois, oui. Moi, là où je travaille, je ne vais pas forcément parler de l'institution, mais là où je travaille, t'as un peu comme... Avant, j'avais un peu comme l'impression que les gens, ben, ils pensaient que j'étais bête. Et même des fois en disant mon nom, Naïsa, ben, des fois, il le disait avec un accent bizarre, comme si c'était pas écrit noir sur blanc. Et même une fois, je me rappelle, je m'inscrivais dans quelque chose, la personne, je m'appelle Naïsa Saint-Germain, la personne a lu Saint-Germain, je le dis avec mon accent créole, hein. La personne a lu Saint-Germain avec un accent, mais il y a Paris de Saint-Germain ici, c'est... D'où est-ce que tu lis Saint-Germain avec un accent? Mais à quoi ça sert? Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je m'appelle, je sais pas moi, Ndiaye ou quel nom est peut-être pour eux imprononçable.
Alors que non, moi j'ai toujours eu un prénom et un nom de famille que tout le monde lisait. Moi je disais, bon, Saint-Germain, c'est quand même pas. Enfin, c'est l'héritage. C'est français, quoi. C'est français, c'est l'héritage colonial. Mes potes qui sont du Bénin, du Togo, et même j'ai un ami, j'étais assez proche de lui, il est du Gabon, tout le temps il rigole. Il dit, mais toi, t'as un autre colon, toi. Parce que la personne, les gens qui sont censés capables de lire ce prénom, te le lit avec un accent, mais c'est pourquoi faire? Donc, disons que, voilà, ça a été compliqué. Par la suite, il y a eu aussi le fait de comprendre le code de cette société, de comprendre comment on te perçoit, comment toi-même tu vas arriver à vivre dedans. Je ne sais pas, je peux dire en ce moment, je suis dans une crise existentielle, dans le sens où je ne sais pas, je ne percevais pas ma vie après mon mémoire. Je pensais, j'allais faire mon mémoire, après je me disais que bon, mes parents, ils ont toujours fait en sorte que je sois une femme intelligente, capable de réfléchir, de m'exprimer bien comme il faut. Et je me dis, il leur faut ça pour concrétiser tout ce qu'ils ont, tous les sacrifices que mon père surtout a fait pour que moi je suis, que j'aille à l'école, que je suis une femme qui sait réfléchir. Ouais, en fait, tu as atteint la fin du jeu un peu, en fait. Voilà, scolaire, oui, pédagogique, si tu veux. En tout cas, toi, tu voyais ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation où c'est bon, ils ont eu leur master, ou en tout cas, ils ont eu le dernier diplôme qu'ils voulaient avoir, et du coup, là, ils sont en mode, maintenant, je fais quoi? C'était un peu ta situation? Oui, et c'est pas, bon, maintenant, je fais quoi? C'est ce moment-là, parce que j'ai pas parlé de ça, mais pendant que je vivais tout ça, j'avais aussi des pensées par le fait que j'arrivais pas à me sentir aimée, valorisée, je me sens aimée par mes parents, bien évidemment, mais moi-même, que je m'aime, que je recommence à avoir l'envie de vivre que j'ai. Donc, je les avais au bout des projets que je faisais. Ok. Donc, j'avais écrit une pièce sur la féminité, sur l'avortement, etc. Je l'ai fait 2 fois à Grenoble. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai ce projet-là, je vais tout donner. Tu fais des choses qui aient du sens, en fait. Voilà, j'ai mon master, ok. Pendant mon stage, ça allait. Dès que j'ai un projet, j'arrivais un petit peu à sortir ces idées noires de ma tête. Et maintenant, quand j'étais face au fait que, bon, voilà, le mémoire, il est tout de suite. Donc maintenant, après, qu'est-ce que tu fais? Et vis-à-vis de comment tu fais est-ce que tu vas travailler? Dans quelle institution? Est-ce que tu restes en France? Tu ne peux pas rentrer en Haïti, qu'est-ce que tu fais? Et c'est à ce moment-là où moi, je ne savais pas. À ce moment-là, je me disais, bon, écoute, ce serait mieux que tu partes, en fait. Que c'est fini, tu as tout fait, tes parents, ils vont tout recevoir, donc ça va aller, tu peux partir en paix. C'est ce que je me disais, moi. Et je suis dans ce moment où... en ce moment, je n'ai pas de projet, donc voilà, c'est compliqué, très compliqué. Hein. Et je suis évasive, je ne sais pas forcément en quoi pour me sentir utile. Tout ce que j'avais avant dans ma vie comme certitude, je suis une femme qui aime bien aider les autres, qui aime s'investir dans l'éducation, qui aime bien écrire, aime bien lire, aime bien me cultiver, sociabiliser, donner des blagues. Mais déjà, je suis devenue taciturne. Les gens qui sont un peu plus proches de moi savent comment, des fois, je peux ne pas avoir envie de parler, comment je peux changer d'humeur d'un moment à l'autre. Je le sais, tout ça, hein, ou bien j'ai pas beaucoup de proches, mais je sens que je me mets vite en colère, j'arrive pas forcément à m'exprimer. Encore une fois, j'ai fait un travail sur moi pour ne pas tout ramener ma vie à ça. D'ailleurs, je pense que, à part quand j'ai été invitée récemment dans un autre média, c'est la première fois que publiquement je parle assez largement. Je ne parle pas de ça dans ma vie, parce que ça fait trop mal déjà pour moi d'en parler.
Donc, tout ça pour dire que j'ai fait un travail sur moi pour ne pas ramener ma vie à ça. Mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, tu es suivie par rapport à ça ou pas? Je pense que j'ai pas eu de crush forcément par rapport au psychologue où j'ai été voir, on a discuté. Quand ça va pas du tout. Récemment, en mars, j'ai été partie voir un psy par rapport à ça. On a bien parlé, mais je pense que la meilleure thérapie que j'ai eue, c'est quand j'étais partie au Bénin. À ce moment-là, j'ai passé un mois où, franchement, j'étais loin de tout ça. Il n'y avait pas des gens qui me regardaient de façon condescendant par rapport à Haïti. Évidemment, quand je disais là où, chez Kamal Radji, au Bambou Numérique, là où je partais m'installer, me poser, quand je disais que je venais d'Haïti, les gens disaient « Oh !» Enfin, avec beaucoup de complaisance, tu vois, avec beaucoup d'humanité. De curiosité. De curiosité. En fait, ici, ta condition, elle accentue cette déshumanisation qui fait toujours en fait partie de toi. Oui, oui, je pense. Après, je dis pas que les gens ils font exprès. Pas du tout, mais aujourd'hui, on vit quand même dans une société où il y a un racisme qui est à l'échelle d'un système. Donc, c'est ancré en chaque personne. Enfin, c'est, comme on dit des fois, du racisme ordinaire aussi. C'est dans des petites actions du quotidien où les gens se sentent supérieurs à toi du fait de leur position, de leur statut, ou même de ce qu'ils imaginent. Parce que, encore une fois, le statut ne veut rien dire. Et on va pas se mentir, c'est surtout aussi une question de couleur de peau. Même là, le fait que tu as un accent, je pense que ça accentue de leur côté justement cette condescendance. Ou même, je pense qu'à travers les médias, à travers les films, même certaines séries, justement, tu as eu aussi, et je dis pas que tout est de leur faute, mais tu as eu aussi quand même pas mal d'humoristes qui, justement, pour un petit peu se moquer ou faire de l'humour sur leur père, ils utilisaient aussi l'accent, le fait d'être un peu bébête, etc. Et je pense que pour certaines personnes, bah, rien qu'un accent, ils vont associer ça à de la stupidité, alors que enfin, ça n'a évidemment aucun sens. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça se joue vraiment à plein de petits signes. Et en plus, en France, on est beaucoup, comme on dit, colorblind. Genre vraiment, on fait genre qu'on ne voit pas les couleurs, que tout le monde s'aime. Et malheureusement, ça fait qu'on a du mal en fait à mettre des mots et à conscientiser ce qu'on vit réellement, justement, quand on vit du racisme et quand on va justement le dire sous forme de racisme ordinaire, bah, c'est quelque chose où toi tu sais à quoi c'est dû, mais en même temps si tu en parles, on va te dire non mais là tu exagères, non mais c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que je voulais dire, alors que encore une fois la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu agis avec la personne, c'est pas du tout tu te serais pas permis de faire la même chose à quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi, ou en tout cas une personne sur qui tu n'as pas les mêmes a priori. Et dans ce que tu dis, en tout cas dans ton discours, je vois que des fois, encore une fois, tu veux ne pas, tu vois, tu veux dire les choses et en même temps, tu minimises toute seule parce que je pense que tu as tellement l'habitude qu'on minimise ce que tu dis que justement, tu es là en train de rétro-pédaler en disant non, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est ça. Et en fait, si, je pense qu'il faut dire les termes, il faut dire les choses. Que effectivement aujourd'hui tu es en France, tu es une femme, tu es noire, qui plus est, tu as un accent, tu es issu de l'immigration, bah oui, le traitement envers toi il va être différent et ça peut être autant dans certaines administrations, ça peut être autant au travail, ça peut être autant en allant chercher ton pain à la boulangerie en fait, ça peut se passer dans plein de circonstances différentes. Et en tout cas moi le regard aussi que j'ai sur ton témoignage, c'est que tu parles beaucoup à travers les autres, en fait. J'ai l'impression que tu te vois beaucoup à travers les autres. Même quand tu parles de ce que tu as vécu, c'est aussi beaucoup à travers ce que ta famille a vécu et du coup, à ce que tu leur as fait subir. Mais n'oublie pas que déjà, ce qui t'est arrivé, ce n'était pas de ton fait. C'est-à-dire que ça t'est tombé dessus et malheureusement, il y a une fatalité dans le truc où ça a été aléatoire, tu vois ce que je veux dire? Alors bien sûr, on peut toujours se surprotéger, mais c'est vrai que les victimes, des fois, on a tendance à les incriminer en leur disant bah, c'est aussi de votre faute parce que même une femme qui a subi une agression va dire oui, mais t'étais habillée comment? T'as fait ci, même toi. Il t'est arrivé, c'est clairement une séquestration. Oui, mais est-ce que aussi t'es rentrée à la bonne heure? Est-ce que t'as fait attention, etc. Et il y a vraiment une culpabilité qu'on met sur le dos des victimes, alors qu'au final, la finalité, c'est qu'elles restent des victimes. C'était pas de leur fait, en fait, comme tu l'as très bien expliqué. Et là, tu as eu la clairvoyance de le faire, de le dire qu'il y a
rien qui peut justifier ça. Comme tu l'as dit, vous êtes plein dans ce pays à avoir subi la même chose, donc rien ne justifie que certaines personnes se soient permis d'agir et de faire des crimes en fait contre leur père, et que ce soit leur père ou non d'ailleurs. Mais voilà, j'ai l'impression que tu as quand même une énorme culpabilité en toi. Tu culpabilises beaucoup d'avoir fait subir ça à ta famille, alors que c'est pas toi qui leur a fait subir ça, c'est les gens qui t'ont séquestré, les gens qui t'ont kidnappé, c'est les kidnappeurs en fait qui ont fait subir ça à ta famille, mais en aucun cas c'est toi, tu vois. Et je pense que, enfin même je pense que quand tu es parti au Bénin, c'est ce qui est ressorti en fait, c'est que t'as pensé qu'à toi, tu vois. Tu étais dans un pays où justement tu te sentais moins pointé du doigt, moins jugé, que ce soit qu'on te pointe du doigt à cause de ta couleur de peau, de ton accent, comme à cause de ce que tu as traversé. Et je pense que tu te pointes du doigt un peu toute seule aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je me permets en tout cas hein, de te conseiller par rapport à ça. Je pense qu'il faut vraiment que... Je ne suis pas psy, donc tout ce qui est dépression, etc., je ne prétends pas pouvoir t'aider par rapport à ça. Mais en tout cas, pour un petit peu aller mieux, je pense que vraiment tu devrais essayer de t'épanouir un maximum, faire ce qui... En fait, te concentrer sur toi, pas sur les autres. Essayer de moins te voir à travers les autres, mais vraiment essayer de toi regagner cette confiance, cet amour envers toi-même, tu vois. Je pense que tu pourras avoir l'amour des autres, être en capacité de le recevoir surtout, une fois que toi, tu auras retrouvé ton amour envers toi-même. Et je pense qu'avec ce que tu as vécu, c'est totalement normal que d'une certaine manière, tu l'aies perdu, tu vois. Les mots que tu utilises à ton encontre, ils sont super forts quand tu parles du fait que tu as voulu perdre la vie. C'est que, quelque part, tu t'es abandonné, tu vois, à ce moment-là, je pense. T'as rompu quelque chose avec toi-même à ce moment-là, malgré toi, hein. C'est pas de ta faute, encore une fois, mais je pense que psychologiquement, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et je pense que à nouveau, il faut que tu arrives à te tendre la main, tu vois, et à déculpabiliser de ce qui t'est arrivé. En vrai, c'était en aucun cas de ta faute, en tout cas. Tout ce que tu as dit, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie de te dire. Et je pense qu'en tout cas, un suivi, il faut que tu arrives à trouver... un psychologue qui sera en capacité de t'aider. Je sais que sur Twitter notamment, des fois, ils partagent des listes de psychologues noirs. Encore une fois, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, mais une personne qui elle-même est racisée et elle-même a grandi dans ce schéma-là pourra mieux comprendre déjà qu'un psychologue qui n'a pas ce prisme, parce qu'un psychologue, ça reste un être humain. Donc en fait, lui-même, il va te conseiller en fonction de son vécu et de ce qu'il pense pouvoir être une oppression ou non. Donc si tu t'adresses à quelqu'un qui déjà ne voit pas forcément le racisme comme quelque chose de concret, de réel, la personne ne va pas pouvoir t'aider sur plein de questions que tu as eues. Donc franchement, moi, par rapport à ce que tu as dit, en tout cas, je te conseillerais vraiment d'aller voir une psychologue noire précisément. Je pense que ça pourra encore permettre d'avoir un suivi quand même plus adapté à toi. Merci Leslie. Avec grand plaisir. Merci. Merci à toi d'avoir eu le courage, surtout de nous partager tout ça. J'ai bien vu que ça n'a pas été facile pour toi, mais je pense que à travers toutes les questions que tu as évoquées, voilà, tout le monde n'a pas forcément vécu un drame aussi fort, mais je pense qu'il y a quand même plein de personnes qui se retrouveront, que ce soit au sujet de la santé mentale, que ce soit au niveau de l'intégration en France, et même pas de l'intégration, des personnes qui sont nées ici et qui, je pense, ressentent aussi un peu cette exclusion, tu vois. Donc, oui. Mais merci à toi de donner cette voix aux personnes comme moi qui forcément ne trouvent peut-être pas soit des podcasts ou bien des séries où on peut s'identifier. Évidemment, moi je suis très fan de tout ça, de podcasts, de ce genre de témoignages, et je me disais que voilà, j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui a grandi au milieu où j'ai grandi et voir comment cette personne a fait, soit pour s'en sortir ou pour aller mieux. Donc après, de mon côté, c'est pas forcément fataliste parce que en quelque sorte, j'ai vécu des assez bons moments, soit en France ou au Bénin récemment. J'ai vécu des moments où j'avais presque oublié des moments où j'ai oublié forcément voilà ce qui s'est passé, où j'ai eu des projets, des choses sur lesquelles je bossais et qui ne me ramenaient pas véritablement à ça. J'ai été
j'ai travaillé à l'hôtel de ville de l'endroit où j'habite. À aucun moment, forcément, j'ai ressenti cette gêne ou quelque chose qui a rapport avec le racisme. Il faut le dire aussi, quand c'est blanc, il faut dire aussi que c'est blanc. Oui, bien sûr. J'ai travaillé, c'était 6 mois, j'ai passé là-bas et ça a été bien. Et d'un autre côté aussi, quand je présente mes projets culturels, soit à l'université où j'étais ou dans d'autres structures, ben, je suis accueillie, hein, on m'accueille aussi. Et à chaque fois que j'ai ce moment-là où je suis en train de travailler sur un projet, j'ai cette force, j'ai cette capacité de me dire, écoute, vas-y, avec avec de la discipline, ben voilà ce que je fais et tout. Donc oui, mais après, c'est le après qui est difficile à rattraper. Et c'est pour ça que j'essayais d'écouter des gens qui ont vécu la même chose, ou du moins qui sont pourraient se reconnaître en moi, qui sont venus étudier, mais pour une raison ou pour une autre sont obligés de rester là pour le moment, comment ça se passe, etc. Mais j'avais besoin de ça et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé forcément parce qu'on donne pas forcément la parole aux gens comme moi. Et ça a été pour moi, c'est pour ça que je me suis dit, écoute, vas-y, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir ton truc et qui pourrait se dire, même si je n'ai pas encore trouvé une solution par rapport à mon bien-être, mais c'est quelque chose qui est en route et j'espère, je ne vais pas être fataliste, j'espère que ça va aller. On te le souhaite. Merci. Il y a intérêt. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous également d'avoir écouté ce témoignage. N'hésitez pas à lui apporter tout le soutien du monde. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao!